Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les épreuves des concours directs de la fonction publique session 2018 sont maintenant dans les cantines et attendent maintenant le million de candidats. Le tirage a été effectué hier nuit en présence des hommes de médias dans une démarche de transparence. Une tragédie en Italie, un viaduc s'est effondré sur une autoroute dans le port de Gênes, faisant plusieurs morts selon le premier bilan dressé par des témoins. Plus de 200 pompiers sont à pied d'œuvre pour secourir d'éventuels blessés. Les épreuves des concours directs de la fonction publique ont été tirées toute la nuit dernière en présence des journalistes dans une imprimerie de la place. Un acte de transparence voulu par le département du Dr Seni Ouedraogo. Cette année, plus d'1 100 000 candidats postulent au concours direct professionnel et au recrutement sur mesure nouvelle. En tout, 14 414 postes sont à pourvoir. Nongba Kouda Arunamari. C'est aux environs de 21 h que les premières cantines scellées contenant les premières épreuves imprimées des concours 2018 sont apparues. Un dispositif de sécurité a été déployé pour surveiller l'opération de bout en bout. Fouille systématique à l'entrée et à la sortie du bâtiment. Le tirage se déroule dans une imprimerie de la place. Le nom est gardé secret pour raison de sécurité. Le concepteur qui a donné le sujet ne sait pas exactement quel est le sujet qui sera choisi pour tel ou tel concours. Il ne le sait pas. Il a juste donné un certain nombre de sujets, peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ou bien 100. Et c'est le comité national de pilotage des concours directs qui choisit un numéro, mais pas un intitulé. Il choisit un numéro et c'est avec ce numéro-là correspond à un fichier et qu'on attribue au concours. Et je répète qu'il n'est pas possible de visionner le contenu du sujet. C'est ce sujet qui est envoyé sur des plaques qui sont gravées et ensuite envoyé à l'imprimerie pour être imprimé. Mais je rappelle que même après l'impression, vous n'avez pas la possibilité de regarder ces sujets. Ces sujets sortent de sorte que les 2 dernières pages sont blanches. 3 équipes sont en rotation sur le site. Le ministre Seni Ouedraogo est soumis au contrôle. Les consignes sont strictes avant de franchir le portail. Portable, portefeuille, clés USB et autres effets personnels sont consignés. Les brouillons sont escortés et incinérés. Nous ne sommes pas autorisés à filmer certaines parties de la salle. C'est de pouvoir envoyer aussi le message aux candidats sur la crédibilité du système, puisqu'on sait bien que la question de l'accès à l'emploi est devenue une question très préoccupante pour les candidats. Donc il était de bon ton, comme les tests nationaux, notamment la Constitution, la loi 081 portant statut général de la fonction publique, disent tous que tous les Burkinabés ont le droit à la libre participation et à la libre gestion des affaires publiques. Donc dans cette libre participation et gestion, ils ont le droit à l'accès à la fonction publique. Et ce droit à l'accès-là, il doit se faire dans un principe d'égalité. Donc il est bien que les candidats sachent que c'est dans des conditions identiques qu'ils vont compétir. Le tirage va durer une dizaine de jours. Dans ce QG de fortune, ces journalistes sont à la tâche. Il est 2 h du matin. Les paupières sont lourdes. La confection des sujets a été confiée à un privé. Leur travail est soumis à un cahier de charges. Sur un dossier de contrat de marché public qui sont désignés. Et il y a des dispositions sécuritaires pour lesquelles ils prennent des engagements de fournir des sujets et de les sécuriser jusqu'à toute la période demandée dans le dossier. En tout cas, ils prennent des grands engagements. C'est des gens qui peuvent être poursuivis aussi. Ils sont exposés en tout cas aux sanctions, tout comme les candidats et même les organisateurs qui interviennent dans le circuit de l'organisation des concours. Les acteurs le savent, le tirage est un maillon de la chaîne dans la lutte contre la fraude. Le département envisage la mise en place prochaine d'une banque de sujets. Les concours débutent le 25 août. La mise en œuvre des clubs droits humains et civisme dans les établissements scolaires du Burkina nécessite une large concertation. C'est pourquoi le ministère de la Justice a mobilisé les responsables des associations, des parents d'élèves et associations des mères éducatrices. À Manga, dans le Zunwego, la création des clubs permettra d'inculquer aux enfants et aux jeunes une culture des droits humains et de civisme pour atteindre la paix et la cohésion sociale. Reportage
Amadou Ilboudo, Ini, Janine Kambiré. Depuis quelque temps, le ministère en charge des droits humains, en collaboration avec le MENA, a entrepris la création des clubs au niveau des écoles, collèges et lycées. À ce jour, 51 clubs ont vu le jour dans 5 régions et l'ambition est d'en créer 80 l'année scolaire prochaine. Ce ministère veut susciter l'adhésion des APE et AME afin qu'elles prennent la relève dans la création et le fonctionnement des clubs. L'objectif, c'est que chaque lycée, à moyen terme, puisse avoir donc un club qui va promouvoir les droits humains et le civisme à l'intérieur pour pouvoir donc pacifier donc, le climat donc, au sein des établissements scolaires au Burkina Faso. Ça pourrait donc nous éviter souvent des grèves souvent méconnues parce que souvent c'est la méconnaissance qui fait qu'il y a des grèves qui prennent donc des tournures. Pour les responsables des associations des parents d'élèves et des mères éducatrices, le rôle de ces clubs dans le fonctionnement des établissements et la culture du savoir-vivre n'est plus à démontrer. Partout, vous voyez que les enfants sont maintenant indisciplinés. Des occasions comme ça là, pourront même permettre aux APE et aux AME d'avoir de la pointe pour pouvoir inculquer aux enfants ce qu'on aura appris ici. Le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique entend apporter des appuis techniques et matériels à ces clubs. L'objectif est d'inculquer d'une manière efficace aux enfants et aux jeunes la culture des droits humains et du civisme, gage de paix et de cohésion sociale. Fin de mission Burkina pour Aristide Ogon Obam, le représentant résident de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, quitte notre pays pour la RDC et ce départ a été salué par une grande soirée d'hommage du personnel bureau de la FAO, une soirée pour remercier l'homme pour le travail abattu. Moussa Ouedraogo, Ismaël Djilouma Sirima. Aristide Ogon Obam, représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, est en fin de mission au Burkina. Durant 4 années et demie, il a contribué énormément, entre autres, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la pauvreté en milieu rural. Un bilan de mission jugé satisfaisant et impressionnant par l'État burkinabé qui lui témoigne sa reconnaissance par cette décoration. Il est donc fait ici chevalier de l'ordre national. Une reconnaissance de l'État burkinabé qu'il dit prendre avec fierté et humilité. Et cette décoration, il a dédié à sa hiérarchie, à ses collaborateurs et à sa famille qui l'ont aidé à mieux accomplir sa mission au pays des hommes intègres. Aristide Ogon Obam quitte le Burkina pour la République démocratique du Congo où il dirigera le bureau de la FAO. Voilà, nous avons eu droit à ce reportage signé Daouda Ouattara et Bouma Ernest Nébié sur la décoration du représentant résident de la FAO au Burkina, Aristide Ogon Obam, par l'État burkinabé. Il a reçu la médaille donc de l'ordre national, chevalier de l'ordre national. Venons maintenant à ce reportage sur la soirée d'hommage du personnel du bureau de la FAO au Burkina à son représentant qui quitte pour la RDC. Au terme de sa mission, que de motifs de satisfaction pour Aristide Ogon Obam. Le recrutement d'une vingtaine d'agents, l'amélioration des salaires, le soutien de la FAO aux populations vulnérables, ainsi que la création des sous-bureaux du Centre-Nord, du Nord et du Sahel, sont autant d'actions menées durant son séjour au Burkina. Il dit être satisfait des acquis engrangés, mais le problème de la maîtrise de l'eau lui tient toujours à cœur. S'il m'était donné l'occasion de rester encore un peu plus, je pense que mon action, je l'aurais orientée prioritairement vers la maîtrise de l'eau. Et vous savez qu'au Burkina, l'eau est un facteur limitant, c'est une denrée rare. Il faut orienter notre action vers la maîtrise des autres formes d'eau. Ses collaborateurs retiennent de lui des souvenirs d'un homme qui met ses hautes qualités managériales au service de l'intérêt collectif. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré d'abord par son esprit de leadership. Il nous a aussi inspiré donc par sa rigueur au travail. Il nous a permis vraiment d'avoir confiance en nous-mêmes pour aborder véritablement les défis qui étaient les nôtres. Il nous a, dès le départ, bien accueillis.
Et quand il nous a parlé, il nous a mis déjà en confiance pour faire le travail qu'on nous demandait de faire. C'est en février 2014 que Aristide Ogon Obam a déposé ses valises au Burkina. Depuis lors, il a occupé les fonctions de représentant de la FAO. Après le Burkina, Aristide Ogon Obam va se rendre en République démocratique du Congo pour occuper les mêmes fonctions. Le meilleur journaliste dans le traitement des informations sur les techniques agricoles innovantes a été célébré samedi dernier. La nuit de l'excellence du forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina Faso a sacré Jean-Yves Nébier. C'est la deuxième fois que cette manifestation est organisée pour récompenser des spécialistes de la biotechnologie agricole. Kosoun Koulibaly, Ismaël Djiloma Sirima. Parmi la vingtaine de postulants, le prix du meilleur journaliste sur la biotechnologie agricole au Burkina revient à Jean-Yves Nébier. Son œuvre porte sur la technologie agricole du niébé BT permettant de lutter contre les ravageurs. Cette production lui vaut un trophée, une enveloppe de 500 000 francs et une attestation. Je suis bien heureux et c'est très important parce que les chercheurs dans le laboratoire y trouvent. Nos producteurs ont besoin de savoir. Et forcément, nous devons, nous, en tant que journalistes, leur permettre de vulgariser. Les deux dauphins gagnent respectivement des enveloppes de 300 et 200 000 francs CFA, plus des attestations. Pour cette deuxième édition du prix du meilleur journaliste sur la biotechnologie agricole, les initiateurs sont satisfaits de l'engouement. Nous espérons que le prix va être perpétué. Sinon, en tant qu'OFAB, nous allons encore le reconduire pour l'année prochaine, dans l'espoir que les moyens seront mis en place, que nous allons avoir l'appui du gouvernement pour continuer à soutenir les journalistes et à les encourager à aller non seulement vers le domaine agricole, mais aussi d'autres domaines. Ces trois lauréats devraient compétir dans les jours à venir, mais cette fois-ci avec des candidats d'autres pays africains pour un prix continental. Le centre médical Paul VI a reçu hier du matériel de l'archidiocèse de Séoul en Corée du Sud. Ce don d'une valeur de 150 millions de francs CFA est composé de tables d'accouchement, de moniteurs, d'électrocardiogrammes, de défibrillateurs, etc. Ce matériel médical devrait renforcer la capacité de prise en charge de cet établissement sanitaire de Ouagadougou. Reportage Lassina Ouattara, Nathalie Savadogo. L'archidiocèse de Séoul apporte son appui au centre médical avec antenne chirurgicale de Paul VI. Et cette main tendue de l'archidiocèse de Séoul vaut un électrocardiogramme, des tables d'accouchement, 2 moniteurs, un échographe et un défibrillateur d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Un don qui vient renforcer la capacité de prise en charge des patients dans le segment. L'archevêque de Séoul est venu ici au mois de février à l'occasion de notre pèlerinage diocésain avec une forte délégation de 10 personnes. Ils étaient déjà venus auparavant pour préparer cette visite et voilà qu'ils, quelques mois après, ils sont revenus pour nous donner du matériel. Le matériel que nous avons reçu aujourd'hui, vous avez vu la cérémonie, sera grandement bénéfique pour la structure. Ce don est le fruit d'une promesse faite par les partenaires coréens lors d'une visite en octobre dernier au centre médical Paul VI. There was a contract between two cardinals. Ils sont dans la continuité et dans la logique de la convention qu'ils ont signée avec l'archidiocèse de Ouagadougou en février passé. Et donc, selon cette convention qui s'étend sur 3 années, l'archidiocèse de Séoul s'engage à aider l'archidiocèse de Ouagadougou sur différents domaines, l'éducation, la santé. Le souhait pour le cardinal est que cet élan de solidarité continue entre les deux diocèses pour offrir des soins de qualité aux populations. Une immense tragédie, selon le ministre italien des Transports. Ainsi était qualifié le drame survenu ce matin sur une autoroute qui relie la ville de Gênes. Un viaduc s'est effondré et des véhicules qui circulaient sur le pont sont tombés dans le vide, faisant de nombreux morts. On parle pour le moment de 10 ou 11 morts. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour porter assistance à d'éventuels blessés.
Une portion d'un viaduc autoroutier s'est écroulée à Gênes en Italie ce mardi. Des dizaines de mètres de route sont manquants. Des images impressionnantes. À 50 mètres sous le viaduc, des centres commerciaux, des entrepôts et des bâtiments résidentiels. Sur place, 200 pompiers et des équipes de recherche sont mobilisés. D'après eux, il y aurait des victimes. Cet effondrement pourrait être dû à une défaillance structurelle. Ce pont, appelé le pont Morandi, a été construit dans les années 60. Le navire Aquarius est en mer depuis 4 jours avec ses migrants à bord à la recherche d'un port d'attache. En plus du refus de plusieurs pays d'accueillir les naufragés, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée rencontre une autre difficulté. Le gouvernement de Gibraltar a l'intention de retirer son pavillon à Aquarius car, dit-il, il a été enregistré en 2009 en tant que navire de recherche et non de sauvetage. Les choses se compliquent à bord de l'Aquarius. Le gouvernement de Gibraltar a annoncé lundi qu'il allait retirer son pavillon au navire humanitaire qui erre en mer Méditerranée avec les 141 migrants qu'il a secourus vendredi. L'annonce fait suite aux déclarations de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, qui a invité le Royaume-Uni à accueillir le navire, Gibraltar étant un territoire britannique. Dans un tweet, il a confirmé que son pays ne l'accueillerait pas. Le gouvernement de Gibraltar justifie sa décision par le fait que l'Aquarius a été enregistré en tant que navire de recherche et non de sauvetage. Alors que le bateau de l'ONG SOS Méditerranée est coincé entre les côtes maltaises et italiennes, le directeur du port de Sète s'est dit prêt à le laisser accoster. Mais la France, comme l'Espagne, souligne la distance qui sépare l'Aquarius de ses côtes et n'a pas proposé de l'accueillir. La revue de presse des quotidiens avec Zubaviel David Dabiré. 2 jours après le second tour des présidentielles maliennes, tout porte à croire que le pays de Soundiata Keïta va sombrer dans une crise post-électorale, comme il est désormais de coutume sur le continent africain. Avis de tempête électorale, c'est le titre choisi par l'observateur Palga pour illustrer la posture du candidat Soumaïla Cissé, qui rejette à l'avance les résultats et appelle ses partisans à la mobilisation pour faire pièce à ce qu'il considère comme un hold-up électoral. Et dans le même temps, poursuit le journal, les partisans de Ibeka, le président candidat formule les mêmes accusations de fraude à l'encontre de l'équipe du Challenger. Il faut donc craindre que les jours et les semaines à venir soient particulièrement surchauffés sur les berges du Djoliba, conclut le doyen de la presse burkinabé. Une ambiance délétère, annonciatrice d'un chaos, le journal Aujourd'hui au Faso s'en inquiète et rapporte un propos qui reflète les états d'âme actuels du candidat Cissé. Je cite. La responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est dans le camp du président de la République. Fin de citation. Mais qu'est-ce qui va arriver au Mali si Ibeka est déclaré vainqueur jeudi ou vendredi? S'interroge le journal. L'éditorialiste espère que c'est sous le coup de la colère que cette surenchère verbale a été lâchée. Sinon, si en plus du terrorisme rampant, les politiques maliens devraient se rentrer dedans, ce serait la totale, s'exclame-t-il. Autre sujet traité dans le quotidien du jour, la récurrente question du code électoral et du vote des Burkinabés de l'étranger. Dans une interview fleuve accordée au journal Le Quotidien, Émile Pargui Paré, alias le chat noir du Nayala, pense savoir pourquoi les adversaires politiques du MPP s'évertuent à faire accepter la carte consulaire comme document de votation pour les élections de 2020. Lorsque Blaise Compaoré a voulu opérationnaliser ce vote des Burkinabés de l'extérieur, il a voulu anticiper en fraudant et en octroyant l'établissement des cartes consulaires à Adama Bictogo. Et le chat noir d'enfoncer le clou, c'est un processus de fraude massive que le CDP avait entamé avec les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Un avis qui passerait mal dans les rangs de l'opposition politique burkinabé dont un des membres, Amadou Djamdjouda Diko, suggère dans les colonnes du journal Le Pays que pour une première expérience, il aurait fallu laisser les compatriotes de Côte d'Ivoire user de cette carte pour exprimer leurs droits constitutionnels. Voilà quelques difficultés pour signer ce midi l'identité des intervenants de nos reportages. Veuillez nous en excuser. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.